Mesdames et messieurs, chers assyriologues, je remercie le professeur Charpin et Antoine Jacquet de m'avoir invité à parler à ce colloque consacré à Jules Hopper, ainsi que l'équipe de la Bibliothèque du Proche-Orient ancien, qui m'a permis de vous proposer du contenu par leur travail sur les fonds documentaires et par leur gestion de la bibliothèque, pendant que je préparais cette communication et exposition. Le Collège de France compte aujourd'hui 12 bibliothèques, un service d'archives, un département ressources en ligne, bibliométrie et services à la recherche, ainsi qu'un département conservation et régie des œuvres implanté sur 2 sites parisiens et regroupé au sein de la direction des bibliothèques, archives et collections, dirigée par Madame Anne Châtelier. La bibliothèque qui nous intéresse aujourd'hui et dont j'ai l'honneur d'avoir la charge est celle du Proche-Orient ancien. Située à l'Institut des civilisations au 52 rue du Cardinal Lemoine, avec celle d'égyptologie, elle constitue le pôle Égypte et Proche-Orient ancien qui regroupe donc des bibliothèques spécialisées, des professeurs du Collège de France et des équipes de recherche. Lorsque le lecteur s'avance jusqu'au milieu de la salle de lecture, il se retrouve sous le regard de 2 illustres personnages emblématiques du Collège de France, à gauche Ernest Renan et à droite Jules Hopper, le héros du jour. Dans mon propos, je vais tenter d'expliquer pourquoi cette bibliothèque est placée sous son patronage. En guise d'introduction à l'exposition qui se déroule en ce moment à l'Institut des civilisations, je vous propose donc d'aborder cette question à travers une galerie d'images provenant des archives du Collège de France et de la bibliothèque. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à 2 professeurs qui ont marqué l'histoire de la bibliothèque, Jules Hopper, premier professeur d'assyriologie au Collège de France, et son successeur, Charles Fosset, fondateur de la bibliothèque de l'Institut d'assyriologie. Ensuite, nous nous plongerons dans les années 30 à travers une reconstitution du fonctionnement de la bibliothèque à son ouverture, pour terminer sur la vie actuelle de la bibliothèque et la place qu'y tient Jules Hopper. De manière totalement contre-intuitive, la création de la bibliothèque d'assyriologie est liée à un concours de circonstances. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne voie pas le jour au Collège de France. En effet, la date fondatrice de 1874, avec la création de la chaire de philologie et d'archéologie assyrienne au Collège de France, n'est que l'aboutissement d'initiatives infructueuses qui, si elles avaient réussi, auraient peut-être changé l'histoire de l'assyriologie française. Le 7 décembre 1861, nous apprenons ainsi que Jules Hopper est candidat à la chaire d'hébreu, de chaldéique et de syriaque, en concurrence avec Ernest Renan, l'éminent historien des langues sémitiques. Et malgré le parcours qu'il expose, j'ai dû, dès ma jeunesse, m'occuper des études bibliques. Initié quelque peu aux écrits talmudiques et rabbiniques, j'ai pu donner une certaine preuve de mes connaissances dans mes ouvrages sur les inscriptions cunéiformes de Babylone et de Ninive, où j'ai essayé de reconstruire, dans ses contours généreux, la langue sémitique des Assyriens. Ernest Renan lui est préféré. En 1862, c'est cette fois à la chaire de langue et littérature sanscrite que nous échappons sans combattre, puisque Jules Hopper écrit dans une lettre datée du 8 novembre. Je vous avais dit que je ne me présente pas comme candidat à la chaire de sanskrit. J'ai su que quelques personnes ont prononcé mon nom, mais quels que soient mes titres, je touche l'ancien traitement de M. Foucault à la Bibliothèque impériale et j'y professe le sanskrit. Je ne puis donc pas être le concurrent d'un homme dont j'honore plus que personne le savoir et le talent, et j'applaudis de tout cœur à un acte de justice rendu enfin après tant de travaux et d'études à un homme que Burnouf signalait lui-même comme son successeur, c'est-à-dire Philippe-Édouard Foucault, qui sera en effet élu à cette chaire. Enfin, en dépit d'une solide argumentation tenant sur 3 pages, Jules Hopper n'est pas devenu professeur au Collège de France de philologie comparée en 1864. C'est donc employé par la Bibliothèque impériale qu'il entre le 14 janvier 1869 dans les bâtiments du Collège de France pour y dispenser ses cours de philologie et archéologie assyrienne qu'il avait adjoints à son cours élémentaire de sanskrit. Dès septembre de cette même année, l'administrateur du Collège de France ainsi que l'Assemblée des professeurs sont invités par le ministre de l'Instruction publique d'alors, Victor Duruy,
à s'interroger sur la possibilité d'une création d'une chaire d'archéologie et d'épigraphie orientale pour Jules Hopper. Mais il lui faudra attendre 5 ans pour finalement devenir professeur au Collège de France à partir du 1er janvier 1874 sur la chaire que nous lui connaissons de philologie et d'archéologie assyrienne, qu'il n'abandonnera qu'à son décès, le 20 août 1905, faisant ainsi entrer au Collège de France une nouvelle discipline, pourvoyeuse de littérature scientifique, propice au développement d'une bibliothèque. Sa succession a fait l'objet de nombreuses études, dont les dernières en date par le professeur actuel de la chaire Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin, auquel je vous renvoie. Dès l'Assemblée des professeurs du 5 novembre 1905, il fut voté à l'unanimité le renouvellement de sa chaire sous le même intitulé « Philologie et archéologie assyrienne ». Je cite cet extrait du rapport d'Assemblée. Monsieur le Président exprime les regrets de l'Assemblée à l'occasion de la mort de Monsieur Hopper. Monsieur Barbier de Ménard demande le maintien de l'enseignement qui est né au Collège de France, qui représente une science essentiellement française par ses origines et au développement de laquelle la France contribue largement. Le maintien de la chaire est voté à l'unanimité. Charles Fosset candidate à cette chaire par une lettre des plus neutres datée du 20 novembre 1905, indiquant « Monsieur l'administrateur, j'ai l'honneur de poser ma candidature à la chaire d'assyriologie du Collège de France. Je vous prie de bien vouloir l'agréer et vous serez reconnaissant d'en faire part à l'Assemblée des professeurs. » Et voici la description qui est faite de Fosset lors d'une assemblée. Ancien élève de l'École normale supérieure, chargé d'une mission en Syrie, M. Fosset a été l'élève de M. Berger pour l'hébreu et l'élève préféré de M. Hopper pour l'assyriologie. Il fut élu en 1906 et il enseigna jusqu'en 1939, et ce n'est qu'au début des années 30 qu'il put œuvrer pour la création de la bibliothèque de l'Institut d'assyriologie, en saisissant l'opportunité de s'impliquer dans la commission des grands travaux du Collège de France visant à la reconstruction de l'actuel site Marcellin Berthelot, où nous nous trouvons actuellement. On le voit par exemple. Demander à M. Gilbert, architecte, de vouloir bien, le plus tôt possible, lui remettre un plan du vieux collège, donnant au moins les surfaces à récupérer pour les chaires de lettres, entraînées par le départ des laboratoires de physique et de chimie organique. Vous voyez ici un exemple de plan prévu pour les travaux. Le 23 novembre 1931, un nouveau compte-rendu intitulé « Échange de vues provisoires » indique « Il ne s'agit pas de faire des cabinets d'études des centres concurrençant les instituts d'université déjà existants, pourvus de diplômes et certificats en Sorbonne, mais il est opportun de prévoir pour des instituts en voie de formation, assyriologie, égyptologie, un cabinet d'études dans le nouvel aménagement du Collège de France. » Fosset s'investit énormément pour faire créer le cabinet d'assyriologie et s'appliquera à vérifier dans les moindres détails la réalisation des travaux, comme le montre ce document de la main de Fosset, où l'on apprend par exemple que les 2 fauteuils de bois, salle et cabinet, ne glissent pas sur le tapis de caoutchouc et sont pratiquement inamovibles. Des roulements à billes sont indispensables. Son implication dans cette création est d'ailleurs rappelée dans le discours qui fut prononcé à sa mémoire lors de l'Assemblée des professeurs du 27 novembre 1946. Sa foi dans l'importance des études qu'il représentait et les dispositions assez combatives de sa nature ont eu leurs conséquences dans l'organisation matérielle du collège. Il était de la commission qui posa les principes à suivre pour nos reconstructions. Il obtint par sa persévérance que l'aile Est, qui devait être la première transformée, fut consacrée à l'assyriologie, à l'égyptologie et d'une façon générale à l'orientalisme. Le cabinet d'assyriologie fut son œuvre. Un récapitulatif des cotes permet de se faire une idée du nouveau paysage des bibliothèques à la fin des années 30 au Collège de France, qui se composait d'une bibliothèque principale et des bibliothèques spéciales des laboratoires et des instituts littéraires. La lettre C, comme sur les cahiers d'inventaire, était rattachée à la bibliothèque de l'Institut d'assyriologie. La bibliothèque était régie par le règlement général de la bibliothèque du Collège de France, relayé à Charles Fosset par le secrétaire bibliothécaire André Dupont-Sommer. On y apprend par exemple à l'article 6 que
Les bibliothèques spéciales des cabinets littéraires et des laboratoires sont placées sous la responsabilité du professeur chargé de la direction du cabinet littéraire ou du laboratoire. Inaugurée le 27 février 1937, la bibliothèque de l'Institut d'assyriologie du Collège de France, tantôt appelée cabinet d'assyriologie, évolue donc parmi plusieurs autres bibliothèques émergentes et en parallèle se dote en 1938 d'un règlement intérieur qui a le mérite de la sobriété. Le règlement indique, premièrement, la bibliothèque est ouverte du 1er novembre au 30 juin, tous les jours, de 9h30 à midi et de 2h30 à 6h, sauf les dimanches, les jours fériés, les mardis et jeudis après-midi et les vacances de Noël et de Pâques. Deuxièmement, sont admis à travailler à la bibliothèque les professeurs du Collège de France, les assyriologues, français et étrangers, agréés par le professeur. Enfin, aucun livre ne peut sortir de la bibliothèque, sauf pendant les périodes de fermeture et en vue de travaux d'intérêt général. De fait, nous retrouvons dans les archives de la bibliothèque des documents mettant en évidence ce règlement, comme la liste du 3 janvier 1939 des personnes autorisées à venir travailler, parmi lesquelles se trouvent plusieurs noms de savants célèbres. On accède également en creux ou directement au personnel qui faisait vivre cette bibliothèque. Mademoiselle Hoffner est entrée au service de la bibliothèque dès le 1er novembre 1937. Les archives nous livrent la décision de création de son support de poste en 1937 et sa demande de renouvellement en 1938. On voit aussi Charles Fosset s'impliquer dans des achats de petits matériels tels que de la papeterie ou encore un abat-jour et non une baignoire. Oui. De ce temps-là, ça serait appréciable, mais... de matériel informatique de l'époque, c'est-à-dire la machine à écrire, tout comme, bien évidemment, dans une bibliothèque, la relure, les achats de livres, point central d'un tel lieu. Nous pouvons constater, grâce au premier livre d'inventaire, que son fonds documentaire, à son ouverture, était déjà bien fourni, puisqu'il comptait 372 ouvrages inventoriés, je l'ai appris par Dominique Charpin, de la main de Jean Nouguerolles. La demande de crédit que Charles Fosset fit en 1937 permit de se rendre compte qu'elle en comptait encore plus de 700 non inventoriés. La bibliothèque de l'Institut d'assyriologie, récemment créée au Collège de France, comprend à peine 1 millier de volumes. Elle est donc encore très loin de répondre aux besoins de la recherche scientifique. Selon une logique de demande de crédit très actuelle, il argumente que si la constitution d'une bibliothèque idéale aurait nécessité, selon lui, j'ai oublié de cliquer, 300 000 francs, il se contentait d'en demander 40 000, il en eut 25 500, ce qui lui permit, l'année suivante, de faire une demande plus importante de 35 000 francs, mais inférieure à sa demande d'origine. Son argumentaire évoluant, puisque sa bibliothèque de théorique devint vivante, elle nécessitait donc, outre l'achat des indispensables livres, leur entretien et diverses autres dépenses de fonctionnement. Notre bibliothèque est encore très pauvre. Il y manque des séries indispensables. Il faudrait compléter ces séries incomplètes. Des livres en mauvais état devront être reliés. Outre les achats, le fonds documentaire était complété par des dons de Charles Fosset, d'un certain Marc Chavannes, ou encore de René Labatte, jeune assyriologue, mais déjà directeur d'études à l'EPHE. Le plus ancien ouvrage, qui est d'ailleurs un don de Fosset, date de 1803. Et enfin, pour revenir à la célébrité du jour, la bibliothèque comptait à son ouverture 9 ouvrages de Jules Hopper, auxquels s'ajoutaient 154 mémoires que l'on pourrait assimiler à des tirés à part. La correspondance avec les assyriologues étrangers et français est à la fois l'occasion de faire connaître l'Institut d'assyriologie et sa bibliothèque et d'en enrichir le fonds documentaire. Ainsi, Charles Fosset profite d'une invitation à venir à la bibliothèque à monsieur Reginald Campbell Thomson pour lui demander la liste de ses récentes publications. Thomson, en le remerciant, lui indique qu'il ne sera pas à Paris prochainement, mais lui précise que sa bibliographie récente se trouve dans JRAS, dont il lui envoie un tirage.
La bibliothèque d'assyriologie, à son ouverture, est donc en pleine effervescence, à la fois intellectuelle et matérielle. Tous se mobilisent, personnel scientifique et technique, pour en faire un véritable outil pour assyriologues de la fin des années 30. Cet outil sera perfectionné au cours des ans pour aboutir à celui que nous utilisons aujourd'hui. La Bibliothèque du Proche-Orient ancien se compose aujourd'hui de 2 fonds documentaires, le fonds ouest-sémitique, issu de la Bibliothèque d'études ouest-sémitiques, et l'assyriologique, issu de celle d'assyriologie. Même si ces 2 provenances sont encore renseignées dans le catalogue informatique, les 2 fonds sont physiquement réunis dans une même et seule bibliothèque, nouvellement réinstallée aux 52 rue du Cardinal Lemoine. Comparé à la bibliothèque des origines, nous y trouvons maintenant près de 38 000 ouvrages imprimés, 394 titres de journaux, dont 143 vivants, complétés par des e-books et bases de données en ligne. L'équipe s'est étoffée, puisque nous sommes actuellement 4 personnes et demie à temps complet, appuyées par des étudiants qui participent aux travaux sur les collections et à l'accueil du public, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, sauf durant le mois d'août et les dernières et premières semaines de l'année. Ainsi, sans Jules Hopper, la Bibliothèque du Proche-Orient ancien n'aurait pas vu le jour. Mais que nous reste-t-il de lui ? L'objet des plus représentatifs, au sens propre et sans aucun doute, son buste. Nous travaillons tous sous le regard de Jules Hopper, puisque son buste a été installé aux côtés de son meilleur ennemi et néanmoins collègue, Ernest Renan, autre grand personnage au centre de la salle de lecture. Ce buste en bronze d'une vingtaine de kilos date de 1900. Il a été fondu par Andro, dont la fonderie se trouvait aux 13 rue des Filles du Calvaire dans le 3e arrondissement de Paris, d'après une sculpture d'Alexandre Zetlin, qui était juif, né en Russie en 1872 et qui, après des études à Paris, vécut à Londres et aux États-Unis, où il mourut en 1944. Nous ne savons pas quand ce buste est arrivé dans nos collections, peut-être dans les années 40. Il fait en tout cas une réapparition dans la sphère de la bibliothèque en 2016, lorsqu'il est identifié comme tel dans le bureau de la directrice du patrimoine immobilier de l'époque. Avant de l'installer dans la bibliothèque, nous l'avons présenté lors d'expositions ponctuelles au Collège de France, et je retrouve sa trace dans un catalogue d'exposition de 1982, Naissance de l'écriture au Grand Palais, dans lequel Béatrice André Salvini rédige un article sur Jules Hopper. D'après la légende, le buste a bien été prêté par le cabinet d'assyriologie du Collège de France. Les documents papier, quant à eux, revêtent plusieurs formes, puisque nous avons à la fois des articles reliés ensemble, des fiches bibliographiques, des écrits de Jules Hopper et des pièces d'archives. Les recueils factices sont au nombre de 9 et ont été donnés à la bibliothèque par le fils de Jules Hopper, le docteur Édouard Hopper, comme l'indiquent plusieurs dédicaces présentes au début de différents volumes, dont la plus longue précise. Mélange assyriologique relié par les soins du docteur Édouard Hopper est donné à la bibliothèque assyriologique du Collège de France en mémoire de son père, 1905. L'absence de numéro d'inventaire laisse planer un doute sur leur date d'entrée dans la bibliothèque, d'autant que la bibliothèque assyriologique n'est pas mentionnée dans les sources disponibles et consultées. La date de 1905 peut s'interpréter soit comme sa date de don, soit comme la date finale des volumes, 1905, la mort de Jules Hopper. L'absence de numéro d'inventaire pourrait laisser supposer une entrée lors d'une période trouble durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la vacance de la chaire entre Charles Fosset et Édouard Dorn. Grâce au travail d'une minutie incroyable que ma collègue a effectué, l'ensemble des 210 pièces constituant ces volumes est signalé depuis quelques jours dans le catalogue collectif universitaire du SUDOC et bien entendu dans notre catalogue Omnia. Le résultat est incroyable de précision et nous croisons les doigts pour que les références restent disponibles à la communauté scientifique malgré les mises à jour de nos logiciels. Les fiches bibliographiques relatives aux écrits de Jules Hopper, comme vous pouvez l'imaginer, sont nombreuses à la bibliothèque. Il y en a près de 242 et sont classées dans le meuble à fiches en bois de la bibliothèque d'origine. Pour les besoins de ce colloque, une de mes collègues s'y est intéressée de plus près et les a distinguées de la manière suivante.
108 références figurent dans notre catalogue informatique. 66 n'ont pas de notice, mais sont issues de périodiques que nous possédons, essentiellement la RA et la ZA. Et 68 ne sont pas signalés ou pas encore, car en attente de traitement dans la réserve. Les mains de scribes des fiches nous renseignent sur les personnes qui étaient en charge de ce signalement et nous donnent des indications sur leur époque de rédaction. Ainsi, on retrouve l'écriture de Jean Nouguerolles ou celle que j'ai identifiée comme étant de Mademoiselle Hoffner. On remarque également plusieurs strates de rédaction témoignant de l'évolution du fond, les disparitions, les changements de localisation ou encore les changements de cote. Enfin, toujours animée par cette enquête, je suis allée ouvrir toutes les pochettes, tous les livres qui étaient soigneusement emballés dans des papiers de conservation de la réserve, et je vous livre maintenant, pêle-mêle, les documents retrouvés, et supposément parfois ayant appartenu à Jules Hopper. On y trouve des diplômes que vous verrez exposés dans l'exposition, des épreuves de livres plus ou moins avancées, donc les inscriptions de Dour Sarkayan, les planches de l'Atlas de l'expédition en Mésopotamie, des documents de travail, de la correspondance scientifique avec une enveloppe adressée à Jules Hopper contenant 6 planches de cône envoyées par M. de Clercq en janvier 1889. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère vous avoir fait voyager à travers le temps en recherchant l'héritage de Jules Hopper dans la bibliothèque du Proche-Orient ancien. Si la bibliothèque du Proche-Orient ancien existe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un besoin fort, à un moment donné, de collecter des sources autour de la création d'une nouvelle chaire, la chaire de philologie et d'archéologie assyrienne, symbolisant l'émergence d'une nouvelle discipline historique, l'assyriologie. On a pu remarquer dès les origines un souhait de la part du Collège de France de gérer de manière cohérente l'ensemble des bibliothèques de l'établissement. Nous avons encore aujourd'hui, et sans doute plus que jamais, cette même optique à travers la direction des bibliothèques, archives et collections. Direction comme à l'époque en étroite relation avec le corps professoral. Enfin, même si la bibliothèque du Proche-Orient ancien est bien différente de celle des origines, il me semble que le souhait initial de Charles Fosset de créer un outil de travail pour les assyriologues est plus que jamais valable et d'actualité. Et il est temps de conclure en vous conviant à aller visiter l'exposition Jules Hopper et la découverte de la Mésopotamie dans les locaux de l'Institut des civilisations. Merci. Et je vous remercie pour votre attention.